Donc, dans cette première partie, on va faire une initiation à la programmation Python. Donc, c'est un module introductif. Et je me suis demandé, entre-temps, pourquoi il y a autant d'engouement pour le langage Python. Par exemple, là, je ne m'attendais personnellement pas à ce que beaucoup de personnes s'enregistrent pour la formation. Et je me suis demandé, en fait, pourquoi vous voulez apprendre Python. J'ai vu les réponses, c'est pour ça que j'avais demandé d'envoyer un deuxième formulaire. J'ai vu qu'il y a certains qui veulent faire de la science de données, du développement, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, aujourd'hui, apprendre Python, c'est devenu, moi j'ai envie de dire, c'est une compétence qui est devenue très très recherchée, quel que soit votre domaine de travail, quel que soit votre domaine d'études. Donc la compétence Python, c'est vraiment très très recherché de nos jours. Donc à mon humble avis, comme je le dis dans ce texte-là, tout le monde peut, c'est important, et doit apprendre le langage Python. Donc parce que aujourd'hui, Python, on va le voir en bas, Python, c'est l'un, pour ne pas dire le langage de programmation le plus utilisé aujourd'hui pour différentes tâches. Donc, quel que soit ton domaine, que tu fasses de l'électricité, que tu fasses de la finance, de l'économie, je sais pas moi, de la pharmacie, de la médecine, à un moment ou à un moment ou à un autre de ton parcours, tu auras besoin en fait d'automatiser des tâches, je sais pas, de traiter des images, en fait, à un moment ou à un autre, tu auras besoin en fait d'écrire du code. Et Python, c'est le langage en fait idéal pour faire tout ce que tu veux. Donc, c'est voilà. Donc, Python, c'est en fait pour moi ce que je veux dire en fait c'est quoi, c'est que pour moi même si vous avez déjà, enfin si c'est votre première expérience en programmation, Python c'est le go to, c'est en fait c'est le plus approprié pour commencer. Mais même si vous avez déjà une expérience préalable en programmation Python, par exemple peut-être vous avez déjà vu du C à l'école ou du C++, c'est toujours bien en fait d'apprendre Python, parce que vous allez voir en bas, Python en fait c'est un langage qui est haut niveau. En fait ça va vous permettre, ça facilite, en fait il y a un certain niveau d'abstraction qui va vous permettre en fait de ne pas même si vous n'avez pas des fondements en informatique, vous n'allez pas vous n'avez pas besoin de comprendre comment par exemple l'ordinateur fonctionne, comment gérer la mémoire. Ceux qui ont programmé en C savent de quoi je parle. Par exemple, en C, vous allez traiter les pointeurs, gestion de la mémoire, allocation dynamique et tout ça. Mais en Python, il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est comme du langage naturel, c'est comme de l'anglais. Donc, une fois que vous maîtrisez la syntaxe de Python, une fois que vous avez les bases, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Python. Donc, c'est juste comme introduction. Et pour ce faire, pour introduire Python, on va suivre ce plan-là bien spécifique. On va commencer par donner une définition globale de Python. On va voir l'historique rapidement, parce que c'est pas ça qui nous intéresse le plus. On va voir les caractéristiques de Python, surtout ça. On va voir pourquoi Python aujourd'hui est le langage de programmation le plus populaire, et bien sûr ses avantages. Les domaines d'application de Python, ça aussi c'est ce qui intéresse plus les gens. Donc c'est pas juste connaître Python, mais tu utilises Python pour faire quoi? C'est ça le plus important, c'est ça la question qu'il faut se poser généralement. J'apprends Python, mais pour faire quoi? Dans quel objectif? Et enfin, je vais juste lier quelques ressources au cas où vous voulez approfondir vos connaissances. Donc déjà, Python c'est quoi? Je l'ai déjà répété à maintes reprises. Python c'est un langage de programmation, tout simplement. Vous allez me demander, Alban, c'est quoi déjà un langage de programmation pour quelqu'un qui n'a pas une expérience préalable en informatique, qui n'a pas une expérience préalable en programmation? C'est quoi un langage de programmation? En fait, j'ai mis un lien, un hyperlink ici pour ramener vers la page Wikipédia d'un langage, de la définition d'un langage de programmation. En fait, c'est tout simplement un logiciel, si on peut dire ça. C'est un ensemble de programmes informatiques qui va vous permettre de réaliser des tâches. Donc, si vous allez au niveau de la page Wikipédia de langage de programmation, on va vous dire tout simplement, c'est un langage informatique qui est destiné à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui va les appliquer, tout simplement. En fait, de la même façon dont nous on parle, l'homme parle le langage naturel, similairement, donc un langage de programmation c'est constitué d'alphabet, de vocabulaire, de règles de grammaire, de signification, etc. Donc il y a un ensemble de règles à suivre, donc pour pouvoir bien formuler ce langage et pouvoir surtout communiquer un message, se faire comprendre et comprendre ce que l'autre veut dire. Donc, de la même manière dont le langage naturel a des règles spécifiques du vocabulaire, tout ce que vous voulez, un langage de programmation aussi est structuré de la même manière. Donc, je reviens à mon notebook, oui, autorisé. C'est un langage de programmation, certes, mais est-ce que c'est si simple que ça? Donc, en fait, c'est l'un des langages, pour ne pas dire le langage de programmation le plus largement utilisé aujourd'hui. Donc, et en fait, on va voir bien sûr pourquoi c'est le cas. Python, il est efficace, il est facile à apprendre, il peut s'exécuter il est multiplateforme, il peut s'exécuter sur différentes plateformes. Donc, on va voir les caractéristiques en détail plus bas. Donc, et aussi, l'une des forces du langage Python, c'est que c'est un langage qui est open source. On va voir aussi ces caractéristiques, c'est-à-dire, vous êtes libre de le télécharger, d'inspecter le code source, de le modifier, d'apporter tout ce que vous voulez. Donc, il est open source, il est libre. Donc, il y a un créateur, mais ça n'appartient à personne, ça appartient à la communauté, à tout le monde. Donc, voilà. Ok, l'historique du langage Python. En fait, étonnamment, Python, c'est pas, contrairement aux autres langages, en fait, Python, c'était un hobby. En fait, c'était un projet je sais pas comment on dit hobby en français, c'était un projet, un side project, c'est-à-dire un projet, c'est pas un projet principal, c'est-à-dire par exemple, imagine, moi, je fais l'école, mais je travaille peut-être sur un petit projet personnel, en fait. Voilà, c'est exactement ça. En fait, Python, c'était un projet personnel à la base. C'était pas quelque chose qui était destiné à devenir une référence mondiale, universelle en matière de programmation. Donc, il a été créé par Van Rossum, qui est un néerlandais, en 1989, dans le centre informatique, dans le centre mathématique et informatique d'une université là.
j'ai lié en fait, à chaque fois quand je fais référence à quelque chose, je lis vers la ressource. Comme ça, si vous voulez voir ce que ça veut dire, donc vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien. Ça va vous ramener en fait vers un hyperlien. Donc ça peut être une page Wikipédia, un article, tout ce que vous voulez. Donc Van Rossum, il a travaillé dans ce centre-là, donc c'est le centre néerlandais de maths et d'informatique. C'est un centre de recherche en fait. Donc comme je le disais à la base, c'était un side project et il voulait en fait s'occuper pendant les vacances de Noël. Il y avait une émission, bon, Python Flying Circus. Donc il s'est inspiré en fait de cette émission-là pour coder le langage Python parce qu'il en était un grand fan. Donc dès 1991, Van Rossum a publié la première version de Python, la version 0.9. Ensuite, en 1994, il a rajouté de nouvelles fonctionnalités, les listes de map filtres, on va voir tout ça. Donc ça a donné lieu à la version 1.0. Ensuite, la version 2.0 est sortie en 2000 et à partir de 2008, on a la version 3.0. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la version, si je ne m'abuse, 3.12. Voilà, on est déjà à la version 3.12. Donc ça va très rapidement. Je pense presque chaque mois, chaque 2 mois, il y a une nouvelle version de Python qui sort en fait. Voilà, donc ça c'est une timeline brève de l'évolution de Python. Donc 2019 3.7. Donc là on est à la version 3.12 maintenant. Bon, pour ceux qui, peut-être, juste je mets ça entre parenthèses, ceux qui sont là et qui ont suivi la première séance, vous avez vu que ça c'est quelque chose que j'ai rajouté en fait. Donc comme le monsieur l'avait dit, la répétition est pédagogique, mais là il se peut que je modifie en fait enfin, je rajoute des informations pour enrichir les modules. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai essayé d'enrichir en fait le module. Donc ça par exemple c'est quelque chose qu'il n'y avait pas quand j'avais fait la séance précédemment. Donc voilà. Bon, j'ai linké aussi ici une vidéo qui parle, c'est une très brève, une vidéo de 3 minutes qui parle en fait de l'histoire de Python. Elle est très intéressante. Je l'ai bien aimée, raison pour laquelle je l'ai. Bon, mais je vais pas la jouer. Si vous prenez le notebook, vous allez la visionner. Voilà. Donc, c'est ce qu'il en est de l'histoire de Python. Maintenant, les caractéristiques de Python. Donc, Python, en fait, possède plusieurs caractéristiques. Il y en a une multitude. Voilà, comme je l'ai dit, en fait, Python possède diverses facettes. Donc, premièrement, il est open source, il est orienté objet, il est haut niveau, il est à usage général. Bon, vous voyez, c'est des termes un peu, bon, disons un peu techniques. Mais bon, on va détailler chacune de ces caractéristiques en détail. Donc, en fait, ça, c'est pas uniquement... en fait, ça caractérise pas uniquement Python. Par exemple, la notion d'open source, il y a beaucoup, en informatique de façon générale, il y a beaucoup de trucs qui sont open. Par exemple, on va vous dire, le dernier modèle d'intelligence artificielle générative, Llama 4 qui est sorti juste hier, il est open source. Donc, peut-être, vous entendez ce mot, mais vous savez pas ce que ça veut dire. Donc, il y a certaines caractéristiques, ça va plus vous éclaircir aussi pour certains, un autre domaine, donc, ou peut-être dans la vie courante. Donc, open source, tout simplement, je l'ai déjà expliqué. En fait, ça veut dire, c'est libre d'accès. Vous êtes libre de le télécharger. Il est gratuit, voilà, et il est accessible à tout le monde. Donc, que vous vouliez faire des améliorations, des ajouts de fonctionnalités, corriger des erreurs ou des bugs, ajouter des bibliothèques. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Python. En fait, la notion d'open source, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne veux pas rentrer dans ces complexités-là. Il y a ce qu'on appelle des licences. Je pense que vous entendez parler de licences. En informatique aussi, il y a cette notion de licence-là. Et il y a des niveaux, en fait, de licence. Vous allez entendre parler de licence MIT, licence GNU, licence... en fait, il y a plusieurs niveaux. Donc, c'est-à-dire, il y a certains qui vont publier un logiciel et dit qu'on a une licence MIT. Et en fait, vous pouvez aller checker voir si le logiciel a une licence MIT, qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je peux commercialiser ça? Est-ce que je peux modifier? Donc, par exemple, il y a des gens qui vont dire, OK, notre projet est open source, mais ça a une licence GNU. Par exemple, GNU, on peut dire, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les détails de la licence GNU, mais il y a certaines licences qui vont vous dire, vous pouvez utiliser le logiciel, modifier, faire tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de le commercialiser. Donc, ça, par exemple, c'est une caractéristique d'une licence. Donc, il y a des différents niveaux de licence, mais Python, je pense qu'il est au plus haut niveau. Donc, ça dit, vous pouvez faire tout ce que, vous pouvez le commercialiser, enfin, vous pouvez créer des programmes avec Python et le commercialiser. Donc, il n'y a aucun souci. Donc, il est vraiment open source. Donc, orienté objet. Cette notion d'orienté objet, je pense que vous l'avez remarqué dans le plan que je vous ai présenté. Donc, il y a tout un module qui sera dédié à la programmation orientée objet. C'est tout un paradigme, en fait. Donc, peut-être ceux qui ont une expérience préalable en, je sais pas moi, en Java ou en C++, vous connaissez déjà cette notion d'orienté objet-là. Mais en Python, il faut savoir que absolument tout est objet en Python. Donc, tout est objet en Python. Donc ça, c'est une règle générale. Donc vous allez même le remarquer quand on va écrire nos premiers programmes, on va faire des prints, créer des variables, vous allez voir, tout, même un simple nombre en Python, une simple chaîne de caractères en Python, c'est un objet. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce paradigme d'orienté objet, là, on va le voir en détail. Mais en fait, juste pour résumer, là, l'image que j'ai mise ici, juste entre parenthèses, les images que j'ai, bon, à part quelques images, il y a certaines images que j'ai mises ici, c'est généré par ChatGPT en fait. Donc, juste pour là, par exemple, ça c'est généré par ChatGPT. Vous voyez, c'est pas complètement parfait, mais bon, anyway, c'est juste pour la parenthèse. Donc, je disais tantôt, en fait, ce paradigme d'orienté objet là, c'est-à-dire que de façon générale, il est basé en fait, c'est un langage qui, au lieu d'être basé sur des fonctions, vous n'allez pas travailler généralement avec des fonctions, mais vous allez travailler avec des objets. Par exemple, imaginez, juste pour vous initier à ce paradigme d'orienté objet là, imaginez, vous voulez en Python créer des objets qui vont être des voitures. Donc, c'est ça, des voitures. Mais en fait, les voitures, généralement, par exemple, on peut avoir la marque Mercedes, Hyundai, la marque Toyota, tout ce que vous voulez. Mais en fait, vous allez voir, les voitures, généralement, ont une forme similaire. Donc, une voiture, par exemple, elle a des vitres, elle a
4 roues. Bon, il peut y en avoir plus. En fait, vous verrez, il y a des caractéristiques pour la voiture. Donc, c'est-à-dire, on peut avoir un objet abstrait, c'est-à-dire une représentation abstraite de la voiture, mais à partir de cette représentation abstraite-là, on va tirer des trucs concrets. Donc, chaque marque va faire des trucs concrets. Donc, c'est un peu ça. Par exemple, dans l'exemple que j'ai mis ici, un exemple, donc l'exemple que j'ai mis ici, c'est l'exemple d'un gâteau. Ce gâteau-là, on a une représentation abstraite de ce gâteau, et à partir d'un moule, on va faire différents gâteaux avec peut-être d'autres attributs. Mais de toute façon, c'est pas un truc que vous devez retenir maintenant. On va voir ça en détail beaucoup plus tard. Donc, Python, c'est un langage qui est interprété. Contrairement à d'autres langages, certains langages de programmation comme le C, le C++, le Java qui sont dits compilés en fait. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question la séance précédente. Il m'a posé cette question, il m'a dit, oui, enfin c'est une remarque qu'il a faite, il a dit Python il est interprété. J'en avais pas parlé. Je disais en fait que je voulais mettre ça dans le deuxième point, au niveau du deuxième module. J'allais parler de ça brièvement parce que pour exécuter, pour expliquer comment se passe l'exécution d'un programme, il faut que je vous montre comment l'interprétation se fait. Donc, de toute façon, je peux en parler rapidement. En fait, un langage interprété, c'est quoi? C'est-à-dire, on va exécuter séquentiellement. D'abord, avant de vous expliquer c'est quoi la notion d'interprétation, je vous explique en fait comment fonctionnent les langages compilés. Un langage compilé, comment ça va fonctionner? Imaginez vous écrivez un code C++. Donc, qu'est-ce que l'ordinateur va faire? Vous finissez d'écrire votre code, vous allez l'exécuter. L'ordinateur, en fait, va transformer votre code là, en langage machine, en un code binaire, en fait. Donc, c'est un fichier, généralement en C++, c'est un fichier .exe, donc qui est, oui, ma batterie est faible, donc qui est tout simplement un fichier binaire. Un fichier binaire, c'est en fait c'est une suite de 0, 1, 0, 1. Donc vous savez que l'ordinateur il comprend en fait que le binaire, donc il comprend que des 0 et des 1. Donc avec les langages compilés, l'ordinateur transforme d'abord votre programme en un fichier exe, en un fichier binaire, avant en fait de faire l'exécution, donc avant de donner le résultat. Et à partir de ce fichier exe là, vous pouvez le mettre dans n'importe quel ordinateur, n'importe quel appareil, il va fonctionner de la même manière. Et vous n'avez pas besoin en fait de le recompiler pour avoir le même résultat. Par contre, dans les langages interprétés comme Python ou le JavaScript, en fait, vous exécutez le code séquentiellement. Donc par exemple en Python, il va voir la première ligne, il va donner le résultat de la première ligne, il va voir la deuxième ligne, il va donner le résultat de la deuxième ligne. Et si vous rencontrez une erreur au niveau de la troisième ligne, il ne va pas continuer l'exécution en fait. Donc c'est un peu cette petite différence entre les langages interprétés, les langages compilés. Mais comme je vous l'ai dit, je vais expliquer ça plus en détail dans la deuxième partie. J'ai même une illustration que je vais introduire. Ok, en fait le niveau. Donc on dit généralement que Python, c'est un langage de haut niveau. Là aussi, il faut que on va faire une petite comparaison avec les autres langages. Il y a des langages qui sont dits bas niveau, et il y a des langages qui sont dits haut niveau. En fait, comme je vous le disais tantôt, la machine, notre ordinateur, il ne comprend que le binaire. C'est-à-dire, en fait, le binaire, c'est juste une suite de représentations. C'est des représentations de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, etc. En fait. Peut-être vous avez déjà vu ou déjà entendu. Peut-être ceux qui ont une petite idée de l'électronique, qui ont fait un peu l'électronique, vous savez c'est quoi le binaire. Donc, la machine, en fait, elle exécute le code, enfin, elle comprend que le binaire. Donc, il y a certains langages de programmation, comme le C, le C++, ou même comme l'assembleur, qui sont dits de bas niveau. Ceux qui ont programmé, bon, ok, je sais que beaucoup n'ont pas peut-être un background en informatique. Ceux qui ont programmé en assembleur, vous savez à quel point c'est très difficile de programmer en assembleur. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un langage bas niveau. En fait, c'est-à-dire c'est un langage dont la syntaxe est proche de la syntaxe de la machine. Et contrairement au langage haut niveau, dont on dit, en fait, leur syntaxe est plus proche du langage naturel de l'homme, en fait, donc des langues humaines. Par exemple, le Python, quand vous lisez un code Python, quelqu'un qui n'a jamais fait du Python, il va voir, ok, je crée une variable, j'écris for i in range, c'est-à-dire pour i. Donc vous pouvez facilement, même si vous n'allez pas comprendre ce que le programme fait, mais vous voyez en fait que les mots-clés qui sont écrits, c'est de l'anglais. For, range, while. Donc vous comprenez en fait que voilà, ces mots-clés-là, c'est ce que ça veut dire. Mais par contre, en assembleur, c'est tout autre chose. Donc, c'est ça la différence entre les langages haut niveau et les langages bas niveau. Tout simplement, les langages haut niveau, ce sont des langages dont la syntaxe est proche de la machine. Et les langages haut niveau, ce sont des langages dont la syntaxe est plus proche du langage humain. Donc, c'est plus facile à comprendre, c'est plus facile à appréhender. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, par conséquent, les programmeurs ne doivent pas se préoccuper. Voilà. Donc, avec les langages haut niveau comme Python, donc les développeurs généralement ou les programmeurs, donc, ils ne vont pas se préoccuper des trucs sous-jacents. Par exemple, je vous donnais tantôt l'exemple de C++ ou de C. Ceux qui ont programmé en C savent à quel point c'est difficile en fait enfin, c'est pas difficile, mais c'est chiant, excusez-moi du terme, de faire à chaque fois de l'allocation dynamique, de libérer la mémoire. Donc, la gestion de la mémoire dans le langage C++ ou le C, c'est vraiment, enfin, c'est compliqué. Voilà, mais avec Python, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête pour ce qui concerne les pointeurs, la mémoire, l'allocation dynamique et tout ça. Donc, voilà, on s'en fout. Donc, je vous concentrer juste sur votre programme, juste sur l'objectif que vous voulez atteindre, et le reste, bah, voilà, on s'en fout de ça. Ok, la polyvalence. Là aussi, c'est un point, c'est l'une des forces majeures de Python, pour ne pas dire peut-être la force majeure de Python. En fait, la polyvalence, c'est-à-dire avec Python, vous pouvez faire pratiquement tout. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui font du développement back-end, ils peuvent utiliser Python. Ceux qui font de l'IA, ils utilisent Python. Ceux qui font de la data, ils utilisent Python. Ceux qui font de la programmation réseau, ils utilisent Python. En fait, quel que soit votre domaine d'études ou votre domaine d'activité aujourd'hui, Python, c'est la référence. Bien sûr, Python n'est pas toujours approprié pour certaines tâches. Par exemple, si vous voulez faire du développement front-end, je ne vais pas vous recommander d'aller avec Python, hein, même si Python, c'est mon langage favori. Donc, pour chaque truc, il y a des trucs, enfin, il y a des langages qui sont très appropriés, mais attention.
Ça ne veut pas dire que il faut tout faire avec Python. Donc, mais quand même, Python, c'est un langage qui est très polyvalent. Donc, vous pouvez créer n'importe quel programme avec Python. Autre chose que je n'ai pas mentionné, juste au niveau de haut niveau, je mets ça en parenthèse avant de continuer, avant d'aller au prochain point. Bien sûr, je vous ai dit un langage bas niveau, il est proche de la syntaxe de la machine. Et un langage haut niveau, bah, il est plus proche du langage humain, certes. Mais vous imaginez en fait que quand on est plus proche du langage machine, c'est plus rapide. Donc, malheureusement, je ne l'ai pas ajouté. Ça m'est venu à l'esprit maintenant. Je vais le rajouter dans ce chapitre-là. En fait, c'est l'un des inconvénients majeurs de Python, c'est en fait, le problème de rapidité. C'est quoi la lenteur. Donc, Python, c'est pas le langage le plus lent, je vous assure. Je vous rassure, c'est pas le langage le plus lent, mais il est plus lent comparé en fait au langage, à certains langages qui sont compilé comme le C++. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est interprété. Donc, l'interpréteur doit suivre un certain nombre d'étapes avant que en fait, la machine comprenne ce qu'il veut dire. Mais par contre, les langages compilés, vu que, voilà, en fait, c'est plus, juste pour dire, c'est plus rapide. Donc, les langages comme le C++, le C, ils sont bien sûr plus rapides, mais les langages compilés, enfin, interprétés comme le Python, ils sont beaucoup plus lents. Voilà, c'est juste une petite parenthèse avant de continuer. La popularité et les avantages. Bon, je le disais tantôt, Python, il est utilisé partout, hein, par tout le monde. Presque toutes les grosses boîtes, les startups, ils utilisent Python pour leur projet. Donc, des exemples Microsoft, NASA, Google, Meta, etc. En fait, il y a un paradoxe que j'ai relevé ici. C'est Python, c'est l'un des langages les plus puissants, mais paradoxalement, l'un des langages les plus simples, en fait. Vous voyez? En fait, les plus simples à apprendre, même à programmer. Donc, de façon générale, c'est un langage qui est assez simple. Pourquoi? Tout simplement parce que sa syntaxe est lisible, sa syntaxe est facilement compréhensible. Donc, parce que comme je le disais tantôt, c'est similaire à l'anglais. Et à la date de janvier 2025, Python, c'était le langage de programmation le plus populaire selon TIOB. TIOB, en fait, c'est un indice qui mesure en fait la popularité des langages de programmation. Donc, à la date de janvier 2025, c'était Python avec une croissance de près de 9%. Donc, et en fait, ça va continuer à grimper. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme développement d'IA, d'intelligence artificielle, donc c'est Python qui est utilisé, c'est Python la référence. Donc, ça c'est pas prêt de s'arrêter en fait. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est maintenant ou jamais en fait de vous lancer dans Python. Les avantages de Python, entre autres, bon, la productivité, ça c'est parce que vous allez peut-être voir la différence avec certains langages. Par exemple, imaginez en Java. Je prends, bon, peut-être Java, c'est un langage qui est très verbeux, mais c'est pas grave. En Java, par exemple, pour écrire, pour afficher sur l'écran Hello World, le programme basique Hello World, vous allez écrire au moins, je pense, 5 ou 6 lignes de code pour écrire Hello World. Alors qu'en Python, pour écrire Hello World, une seule ligne de code, print Hello World, et vous avez votre programme. Alors qu'en Java, ou peut-être dans d'autres langages, peut-être même, bon, le C ou le C++, ça peut être moins 3-4 lignes de code comme ça. Donc, en fait, c'est juste pour dire, Python rend le développement plus productif, parce que vous allez écrire moins de lignes de code, donc, par rapport à d'autres langages. Python est en fait l'une des forces en fait qui fait la popularité de Python aussi, c'est que il possède, je ne sais pas si c'est dit en bas, donc en fait il possède une large variété de bibliothèques. Les bibliothèques aussi, on va voir ça en détail, on va voir des bibliothèques de Python, NumPy, Pandas, Matplotlib, etc. Les bibliothèques de base pour le calcul scientifique, on va voir quelques-uns. Donc en fait, Python, en fait une bibliothèque, on va dire c'est un ensemble d'outils, c'est une collection d'outils qui vont vous permettre en fait par exemple si vous voulez faire de l'algèbre linéaire et que vous voulez par exemple faire le produit de matrice ou bien je sais pas moi transposer en fait faire des opérations d'algèbre linéaire, vous n'allez pas coder ça quand même from scratch. Donc, si vous allez faire produit de matrice et que à chaque développeur qui veut faire un produit matriciel, il va écrire son propre programme, bah on va pas s'en sortir, on va jamais s'en sortir. Donc il y a des bibliothèques qui sont là pour ça, qui vont vous permettre en fait de vous faciliter la tâche pour certaines opérations. Donc ça c'est juste un exemple. Bon, la popularité, la communauté est active. Donc, la communauté Python est vraiment très active. Donc, ça compte des milliers de développeurs à travers le monde entier. Donc, en fait, qu'est-ce que je veux dire par cette activité? C'est-à-dire, si vous avez bon, aujourd'hui, avec les IA, bah, maintenant, on s'en fout des communautés comme Stack Overflow. Généralement, en fait, avant bon, le développement des IA, si vous avez par exemple un problème en Python, vous allez aller sur une communauté comme Stack Overflow, vous allez poser votre question. Forcément, dans les heures qui vont suivre, vous allez avoir une réponse, en fait. Donc, la communauté est très active. Mais bon, aujourd'hui, avec l'IA, on n'a pas besoin d'attendre des heures que quelqu'un nous réponde. Donc, bon, vous pouvez trouver aussi des ressources. Ça, c'est ce que je disais au début. Donc, il y a des ressources en vrac que vous pouvez trouver en fait, pour vous former en Python. Ok, un autre point, le dernier point d'ailleurs, enfin, l'un des avantages de Python, c'est la portabilité. En fait, qu'est-ce que je veux dire par portabilité? La portabilité, c'est quoi? Je sais pas, j'ai un exemple, assez simple. Imaginez, il y a certains cas d'application, je sais pas, peut-être ceux qui font de l'électricité, vous devez en fait embarquer des programmes dans des cartes, bon, par exemple, une carte Arduino, vous devez embarquer en fait un programme dans des mini-cartes pour faire une tâche spécifique, comme ça. Donc, il y a des langages qui sont portables, il y a des langages qui ne sont pas portables. Par exemple, Python, c'est un langage portable, c'est-à-dire vous pouvez exécuter un code que vous avez conçu sur votre machine et vous pouvez exécuter ce code, par exemple, sur une carte Arduino, en fait, ou Raspberry, tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est ça qui fait la portabilité de Python. Et quel que soit votre système d'exploitation, que ce soit Linux, macOS, Windows, donc ça va marcher. Si ça marchait sur à partir du moment où vous avez la même version, si ça marchait sur l'un des systèmes d'exploitation, ça va marcher de la même manière que sur les autres systèmes d'exploitation. Donc c'est ça qui fait un peu la portabilité du langage Python. Donc bon, les domaines d'application, il y en a vraiment une variété. Premièrement, le calcul scientifique et numérique, donc tous ceux qui font des maths, que ce soit des maths pures ou des maths appliquées, tous ceux qui font de l'ingénierie, de la modélisation, donc vous aurez besoin de Python.
pour, par exemple, l'algèbre linéaire. Donc, là, les bibliothèques que j'ai affichées, par exemple, l'algèbre linéaire, la bibliothèque de référence, c'est NumPy. Donc, pour faire tout ce qui concerne le calcul matriciel, voilà. SciPy aussi, c'est une bibliothèque très populaire de Python pour faire de tout ce qui. Algèbre linéaire aussi, mais aussi des statistiques, donc faire des tests statistiques et tout ça. Matplotlib et Seaborn, par exemple. Bon, il n'y a pas Seaborn ici. Ça, c'est pour faire de l'affichage de graphiques. Donc, vous voulez faire de la visualisation de données. Donc, voilà. Donc, Python, c'est vraiment en tout cas aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc à l'heure où je parle, Python, pour faire du calcul scientifique et numérique, c'est avant, je pense peut-être il y a 5 ans, c'était MATLAB en fait, le roi du calcul scientifique et numérique. Donc je pense quand même il y a certains qui utilisent MATLAB aujourd'hui, mais quand même Python a repris le dessus. Voilà, donc pour le développement web, surtout back-end. Python n'est pas vraiment utilisé pour du front-end parce qu'il y a déjà la norme, enfin c'est pas une norme, mais il y a déjà des outils populaires pour ça, le HTML, le JavaScript et ses frameworks, donc Next.js et tout ça pour faire du front-end. Mais en fait, pour le back-end, Python est vraiment très utilisé et en fait, Python n'a rien à envier niveau back-end à d'autres langages de programmation comme le Java. Par exemple, Java c'était, enfin c'est pour certains et pour les développeurs assez expérimentés, ils vont aller avec, je sais pas moi, J2E et tout ça. Mais en fait, Python a des bibliothèques très populaires pour le back-end comme Flask. Flask c'est connu, peut-être que vous en avez entendu parler. Django aussi, c'est mon préféré, Django. Il y a Fast API, donc tout ce que vous voulez. Et en fait, ce qui fait que Python, il est très adapté pour le back-end, c'est principalement, par exemple, pour ceux qui font de l'intelligence artificielle, bah, imaginez, vous avez un modèle d'IA et vous voulez en fait déployer ce modèle-là sur un site web. Donc, vous allez, quelqu'un qui lève la main ou Python est beaucoup plus. Ok, merci beaucoup, monsieur Wahabou. Donc, Abdul dit que le Python est beaucoup utilisé dans la simulation numérique. Exactement. Donc, je sais que ton domaine, c'est ça ton domaine. Exactement. Voilà. Côté serveur. Donc, vous voyez des plateformes, une plateforme comme YouTube. YouTube utilise Python. Enfin, je pense qu'ils utilisent même Django pour être plus spécifique. Google aussi utilise Python pour leur backend. Donc, voilà. Alors, le domaine en vogue aujourd'hui, la data et l'IA. Donc, Python, c'est utilisé pour faire tout ce qui concerne le machine learning, l'analyse des données, le deep learning. Donc, avec les frameworks comme TensorFlow, comme PyTorch, comme Keras, comme Jax, bon, tout ce que vous voulez, scikit-learn. Donc, vous pouvez faire en fait de l'IA avec Python. Donc, ça, en fait, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de standard en informatique, mais aujourd'hui, en fait, si tu veux faire du machine learning, bah, il ne faut pas réfléchir à deux fois, tu vas aller avec Python. Il y a certes les plus conservateurs, ils vont aller avec du R, le langage R. Ça, c'est plus ceux qui ont un bagage statistique, surtout les statisticiens, qui vont aller avec le langage R. Mais généralement, aujourd'hui, bah, voilà, tout le monde go avec Python. Et le dernier domaine d'application que j'ai choisi, c'est le développement de jeux vidéo. Bon, on aime tous jouer aux jeux vidéo, hein. Bah, c'est comme ça. Donc, en fait, vous pouvez créer des jeux vidéo avec Python. C'est vrai, Python, c'est pas le plus approprié pour créer des jeux vidéo, mais vous pouvez. Voilà. Donc, c'est comme je le disais, c'est comme aussi pour le développement front-end. Vous pouvez faire du développement front-end avec Python, mais c'est pas le plus approprié. Voilà. Donc, mais quand même, le développement de jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux vidéo populaires qui ont été développés avec Python, que ce soit en 2D, en 3D. Par exemple, Sims 4, je pense que peut-être la plupart vous connaissez le jeu vidéo Sims, donc c'était assez populaire. C'est vrai que récemment, je vois pas des gens jouer à ça, mais quand même, ça a été développé avec Python en fait. Donc, ça vous donne en fait une idée de la puissance de Python. Et ça, c'est juste, j'ai choisi juste, je pense, 4 domaines pour illustrer. Mais Python, comme je vous l'ai dit tantôt, l'une des caractéristiques, c'est que c'est vraiment, vous pouvez pratiquement tout faire avec Python. La robotique, la blockchain, la cybersécurité, l'automatisation des scripts, donc tout ce que vous voulez. Même, oui, je l'ai dit ici, la construction d'interface graphique, en fait, homme-machine. Donc, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire. Donc, et c'est appliqué dans différents domaines. Donc, comme je l'ai illustré au niveau de cette image-là. Bon, là, je dois changer la description parce qu'elle n'est pas bonne. Ouais, je dois changer la description, c'est pas grave. Ok, bon, ça, c'est juste des ressources complémentaires pour il y a deux autres que j'ai pas rajouté. Bon, j'ai voulu conclure de façon drôle. Donc, quand on parle de Python, tout le monde pense à ça. Bah, mais les développeurs, eux, ils pensent à autre chose. Ils pensent aux bugs qu'ils ont à résoudre. Donc, c'est juste une petite blague un petit même pour terminer en fait cette première partie sur Python là. Donc en fait c'est ce qu'on a eu à faire lors de la séance précédente. C'est vrai que j'ai fait des changements, j'ai fait quand même beaucoup de changements, j'ai rajouté des points, je l'ai réorganisé. Même là, quand vous regardez, j'ai essayé de bien réorganiser ça pour que ça soit, pour que ça soit intuitif en fait. Vous voyez. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à ça rapidement pour ceux qui ne sont pas familiers avec GitHub. Donc là, j'enregistre mes changements et je l'upload en fait sur le GitHub. Donc, j'ouvre mon navigateur. Donc, le lien que je vous ai envoyé dans le groupe, vous pouvez tout simplement le coller sur votre navigateur. Il va ouvrir ce site-là, tout simplement. Vous voyez, là, on voit en fait le readme directement. Et ce qui va vous intéresser pour l'instant, pour cette première séance-là, juste pour les viser, bah, vous pouvez aller dans module, introduction. Je devais cacher ça, mais c'est pas grave. Introduction. Et vous avez en fait, bon, ça c'est juste une petite description du module. Ça c'est une petite description. Donc, ça montre en fait le contenu du module. Mais c'est ce notebooklet qui va vous intéresser. Donc, j'ai pas encore ajouté les exercices. Normalement, il doit y avoir, vous voyez, en local, j'ai un repos. Enfin, j'ai un répertoire exercice, un répertoire ressources, et aussi il y aura un répertoire solution, mais il n'est pas en ligne en fait parce que je l'ai pas encore couché. Donc pour réviser, pour cette séance, tout simplement, vous pouvez vous rendre là et vous voyez, vous pouvez directement, bien que le formatage n'est pas le même que moi en local, vous voyez, il y aura des petits défauts de formatage parce que GitHub, bon, ils n'utilisent pas le même moteur Jupyter, mais c'est pas grave, vous allez quand même être en mesure de pouvoir lire ça. Et
En principe, je vérifie qu'il n'y a pas de truc. Ouais, c'est bon. En principe, c'est bon. Donc voilà, vous pouvez réviser ça pour la séance prochaine. Donc, ce qu'on va faire la séance prochaine, comme je le disais tantôt, maintenant, il faudrait que on accélère parce que là, on a perdu une séance avec cette révision-là. Ce qu'on va faire la séance prochaine, on va installer Python. Je vais vous montrer comment installer. Je vais d'abord vous présenter les différents IDE pour Python parce que je ne veux pas vous imposer un IDE. Moi, j'utilise Visual Studio Code, VS Code, comme les développeurs l'appellent. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel IDE. Mais je vais vous présenter les principaux IDE les plus populaires utilisés pour Python. Vous allez faire votre choix. Là, je vais vous montrer les différences en fait. Vous allez faire votre choix. Mais je vous recommanderais quand même d'aller avec VS Code. Je vais vous montrer comment installer le Python lui-même, le configurer. On va exécuter un premier programme pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Je vais vous présenter, en fait, on va définir c'est quoi un environnement virtuel parce que c'est très important pour commencer avec Python. C'est une notion d'importance. On va voir aussi ce qu'on appelle. Attends, j'ai le programme même juste à côté. Pourquoi j'essaie de me rappeler. Donc, on va aussi voir ce qu'on appelle les package managers. Donc, de toute façon, c'est pas pressé. Donc, juste pour vous introduire en fait à ce qu'on aura fait la séance prochaine. Donc, voilà, je sais pas, est-ce que vous avez des questions concernant jusque-là, concernant cette séance? À ce repository-là, cet ensemble de ressources pour apprendre le Python comme il veut. Voilà. Et aussi, comme je l'ai su mentionner, je vais